Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, aujourd'hui à nouveau en compagnie de Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI Magazine, pour ce deuxième épisode de Zone d'opération, ce format court du week-end consacré à l'actualité de la guerre en Ukraine et plus généralement des fronts actifs en tout genre et des actualités stratégiques, disons. Bonjour Joseph. Bonjour. Et alors, il y a d'autres sujets qu'on avait envie d'évoquer aujourd'hui, notamment du côté des États-Unis. Mais on va quand même repartir de l'Ukraine suite à la discussion qu'on a eue il y a 2 semaines, alors qu'on parlait déjà d'un cessez-le-feu et qu'on était déjà en pleine offensive russe sur le front de Koursk, avec toutes les questions que ça posait sur la capacité des Ukrainiens à gérer la situation et à gérer leur retrait en bon ordre. Alors voilà, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors évidemment, c'est jamais génial d'abandonner des territoires, mais personnellement, j'ai vu des témoignages très très contradictoires sur ces modalités de l'évacuation qui étaient parfois, selon certains sons de cloche, une catastrophe absolue et un désordre total, et parfois, dans le fond, quelque chose de plutôt en bon ordre. Qu'est-ce que vous en avez vu et pensé? Alors, il faut peut-être d'abord souligner que toute retraite, d'une manière générale, est quelque chose qui est complexe à mener et qui, très souvent, ne se fait pas en bon ordre. Mais la question, évidemment, c'est que reste-t-il à l'issue à l'issue de la retraite? Alors, on sait que les Ukrainiens ont quand même engagé des unités très bien équipées, des unités de valeur dans les opérations dans la zone de Koursk, qu'ils ont subi quand même pas mal de pertes. Avec une question subsidiaire, sachant que les Ukrainiens, évidemment, communiquent très peu sur leur volume de pertes. Question subsidiaire qui est celle de savoir qu'est-ce qu'ils ont perdu durant les opérations même à Koursk, hein, au fur et à mesure des différentes poussées, de la phase un peu défensive qu'ils ont connue, et puis qu'est-ce qu'ils ont perdu effectivement au moment de la retraite, de la retraite en tant que telle. Et là, personne effectivement n'a de réponse qui soit ferme et assurée, autant au plan humain qu'au plan des unités. On voit quand même qu'il y a pas mal d'unités dotées d'engins comme des Léopard 2 A6, etc. En tout cas, tous les Léopard 2 A6 n'ont pas été détruits, manifestement, vu qu'on en voit Sinon, qui on ont en été... aurait entendu parler. On en aura entendu parler, effectivement, on en voit qui recirculent et ainsi de suite. Donc c'est une bonne question, avec en arrière-plan évidemment, et c'est ça qui importe quelque part le plus, en arrière-plan finalement les leçons qui vont être extraites de cela. C'est-à-dire que est-ce que il est encore prudent d'aller s'avancer en territoire russe, donc de concentrer des forces, de risquer de les perdre, de connaître une attrition, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement essayer de freiner au maximum les progressions russes par ailleurs? On a eu un début de réponse. C'est à partir du 18-19 mars, avec en fait une nouvelle incursion ukrainienne donc dans la zone de Belgorod, avec des progressions qui cette fois-ci sont bien moins importantes que celles qu'on a pu observer au début de Koursk, avec quelques villages qui ont été pris, 2 à 3 villages, avec quelques unités russes mais légères qui ont été détruites, et avec des questionnements évidemment qui reviennent sur le but finalement de ces incursions. Est-ce qu'il s'agit d'attirer finalement les Russes dans les zones, de soulager finalement les zones où les Russes exerçaient un maximum de pression, qui n'exercent de facto plus beaucoup maintenant? Est-ce qu'il s'agit également de prendre des gages territoriaux qui pourront être échangés? Et effectivement, on est quand même dans un contexte de négociations qui ne vont pas non plus, de négociations de paix qui ne sont pas non plus extrêmement probantes jusqu'ici. Alors avec beaucoup de déclaratoires, mais peu de concret finalement sur le terrain et sur les promesses de frappe d'infrastructures, ce genre de choses. Donc in fine, on verra là aussi, mais en l'occurrence, les Ukrainiens gardent du mordant, à voir évidemment si ce mordant n'est pas un chant du cygne ou s'il est précurseur de quelque chose d'autre. De la même manière, parce que c'était l'autre point de notre dernière discussion, c'était le fait que les Russes ralentissaient dans le Donbass Mmh. avec cette question en filigrane qui était de savoir est-ce que ça culmine, est-ce que l'offensive culmine, ou est-ce que c'est une pause temporaire. Ça, on n'a pas forcément eu de réponse définitive en 2 semaines, mais disons le ralentissement s'est poursuivi selon vous. Alors le ralentissement s'est poursuivi avec dans le même temps toute une série de questionnements de la part des Ukrainiens eux-mêmes sur la possibilité, au printemps qui arrive, hein, qui est bientôt là, de nouvelles actions russes. Donc en fait, est-ce qu'il s'agit d'une pause destinée finalement à reconditionner les forces russes, les
réarticuler, les repositionner, etc., en vue d'actions qui, selon les Ukrainiens, pourraient se faire du côté de Soumy ou de Kharkiv. Ben, avec là aussi ce jeu où on cherche à étendre au maximum finalement la zone à défendre pour les Ukrainiens. Et donc, plus c'est tendu, plus c'est fin, plus on peut passer à travers. Donc là aussi, c'est une autre question. Est-ce que les Russes sont réellement en mesure de mener une nouvelle offensive dans ces zones-là au printemps? C'est une hypothèse qui n'est pas complètement à écarter. Maintenant, il y a quand même des données plus structurelles à prendre en ligne de compte, qui sont liées en fait à la capacité russe, comme ukrainienne d'ailleurs, hein, avec il y a un certain nombre de réformes que font actuellement les Ukrainiens autour de la mise en place de corps d'armée, etc. Mais du côté russe, la capacité à monter des actions qui soient interarmes et interarmées, et qui permettent finalement de chercher à percer et pas juste de faire des assauts d'infanterie vaguement appuyés par de l'artillerie, des drones, etc. et qui opéreraient des progressions qui sont finalement du grignotage, mais un grignotage qui pourrait avoir des effets effectivement délétères sur le système défensif ukrainien. Mais en tout cas, on n'a pas vu, effectivement, on n'a pas vu de regain de vigueur, on va dire, en tout cas sur les zones du Donbass, on n'a pas vu de regain de vigueur russe. Bah, il y a toujours des combats, il y a des contre-attaques locales des Ukrainiens, etc. Mais on est toujours dans cette phase finalement de micro-grignotage avec ce questionnement effectivement de l'atteinte d'un point culminant ou d'une pause opérationnelle. Avec une question qui est centrale, c'est évidemment celle de la capacité des Ukrainiens à encaisser tout ça et à recommencer à encaisser. Alors pour ça, il y a plein de variables. Il y a la variable sans doute la principale, c'est évidemment les ressources humaines. Alors ça, ils sont dans des grandes réformes, enfin, ils sont dans des grands ajustements dont on verra bien ce qu'ils vont donner. Il y a aussi une autre question sur laquelle c'est sans doute souvent plus facile de se concentrer, c'est le matériel. Alors ça, on enregistre ça jeudi, le lendemain de l'annonce du président Macron d'un nouveau paquet de 2 milliards avec un certain nombre de matériels. Bon, c'est évidemment toujours des choses à préciser. On peut mentionner que ça n'a pas toujours été très clair, même côté français, exactement ce qu'on livrait, comment, à dessein ou pas, mais bon, on a parfois un peu de mal à voir exactement ce qu'il y a derrière ces annonces. Plus généralement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on attend côté ukrainien? Qu'est-ce qui, dans l'aide occidentale, alors on sait que entre les annonces de paquets, que ce soit aux États-Unis ou parmi les autres pays, parmi les pays européens, et les livraisons concrètes, généralement il y a du délai, et parfois il y a des choses qui n'arrivent jamais d'ailleurs, notamment venant des États-Unis. Mais là, concrètement, à l'heure actuelle, quelles sont, disons, les pistes de choses qui pourraient avoir un effet? Qu'est-ce que les Ukrainiens attendent, selon vous, en termes de matériel? Mhm. Moi, je serais tenté de dire qu'en fait, quand on veut faire des opérations, on attend du matériel, on construit du matériel. Et quand on veut faire la guerre, et quand on veut poursuivre une guerre à proprement parler, on construit des usines pour construire en l'occurrence le matériel derrière. Et ce qui, moi, me marque ces dernières semaines en particulier, c'est le nombre d'annonces de la part d'industriels européens en particulier, voilà, qui décident qu'ils vont transférer des technologies, mettre en place de nouvelles lignes de montage en Ukraine, etc., etc. Ici, bah là, bah, typiquement pour les brefs de DSI, je faisais un petit peu le tour là il y a 2 jours. Bon bah voilà, il y a Kongsberg. Alors Kongsberg, en fait, il fabrique essentiellement pour les Ukrainiens en fait des NASAMS, qui sont des systèmes antiaériens de moyenne portée. Problème, évidemment, le NASAMS, c'est un engin, enfin c'est un lanceur, si vous voulez, qui va dépendre de missiles qui sont américains, avec les inconnus qu'on peut imaginer évidemment actuellement. Sauf que l'annonce de Kongsberg, elle est intéressante parce qu'ils disent, ben voilà, nous, on va intégrer sur nos lanceurs en fait des missiles RR ukrainiens. C'est-à-dire que depuis allez, 2016, 17, 18, les Ukrainiens conçoivent des missiles RR étaient destinés en fait à remplacer les missiles RR qu'ils avaient hérités de l'époque soviétique, dont ils avaient hérité à l'époque soviétique. Et en l'occurrence, bah, ces travaux avaient été ralentis, ont été réaccélérés évidemment avec le début de la guerre. Et donc l'intégration de ces systèmes ukrainiens bah, sur d'autres systèmes qui sont eux préexistants, bah, c'est un enjeu qui est intéressant et donc qui laisse présager d'une montée en gamme. Il y a évidemment toute la question des pièces détachées de matériel, mais également la question, et on voit bien que Rheinmetall, notamment l'allemand Rheinmetall, se positionne là-dessus, de fabriquer en série des KF-41, donc des véhicules de combat d'infanterie, en Ukraine. Donc d'ailleurs, ils en ont déjà livré au moins un.
sans doute à fin d'essai. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de transition qui s'opère, qui a été assez lente, d'ailleurs étonnamment lente, je trouve, entre effectivement les dons d'urgence, voilà, on va donner en vitesse pour que les Ukrainiens puissent faire face, et puis la préparation du complexe militaro-industriel, si vous voulez, ukrainien, pour qu'ils soient ensuite en mesure, si vous voulez, de prendre le relais, pour le coup, avec l'appui en termes de savoir-faire, en termes peut-être de pièces détachées, etc., de machines-outils, ce genre de choses, l'appui pour le coup des entreprises, des entreprises européennes. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et plus généralement, en préparant cet épisode, vous me disiez, bon, évidemment, quelque chose qui a beaucoup marqué, c'est les avions de chasse. Les avions de chasse, Mhm. c'est toujours Oui. des symboles importants. Alors, il y a les Mirage 2000-5 français qui ont été donnés, qui sont arrivés, qui normalement commencent à être déployés depuis quelques semaines. Mais Mhm. le gros morceau, ça a toujours été les F-16, parce que les F-16, à peu près tous les pays européens en ont, enfin, évidemment sauf la France, mais bon, il y en a beaucoup il y a beaucoup de pays européens qui les ont achetés, il y a beaucoup de pays européens qui s'apprêtent, enfin qui en ont donné une partie ou qui s'apprêtent à les donner, et ça renvoie, disons, à une actualité stratégique plus large. Mais vous me disiez que bah, il commence à se poser quelques questions, puisque avec toutes les questions qui se posent en ce moment autour du F-35, du fait de l'attitude américaine, eh ben, il y a peut-être certains pays qui commencent à réfléchir, à se poser des questions sur est-ce que c'est bien prudent de donner tous les F-16 à l'Ukraine aussi rapidement qu'on y pensait. Mais c'est effectivement une vraie question. Et en fait, c'est une double question. Parce qu'en fait, bon, typiquement, là, les Belges disaient, voilà, on va pas donner tout de suite les F-16 qu'on a promis, même si on avait promis que fin 2024, les premiers auraient été livrés, simplement parce que les Américains traînent des pieds, en fait, pour la livraison des F-35. Et donc, le contrat opérationnel, si vous voulez, des forces aériennes, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Belgique, si vous voulez, il est affecté par le rythme de ces livraisons-là. Et comme ils restent à cheval sur leur contrat opérationnel, ils attendent évidemment d'avoir les livraisons de F-35 pour pouvoir libérer de la ressource, si vous voulez, qui pourrait aller en Ukraine. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, effectivement, bah, c'est tous les débats qu'on a vus, plus ou moins informés, autour du kill switch, entre guillemets. Alors, spoiler, il n'y a pas de kill switch, mais c'est à la fois plus complexe et bien pire qu'un kill switch en termes de conséquences stratégiques. Et là, effectivement, bah, il y a Donc une le question kill qui switch, se... c'est l'interrupteur, c'est l'idée que les Voilà, Américains pourraient désactiver à distance les F-35 si ils aiment pas ce que l'allié en question compte en faire à un moment donné. exactement. Et donc, effectivement, certains États pourraient être tentés de se dire, bah, finalement, comme je ne vais pas, d'une part, recevoir tous mes F-35, et comme ensuite, bah, il y a l'inconnu effectivement sur leur utilisation, finalement, le F-16 que je maîtrise pas mal, sur lequel les pressions potentielles américaines sont beaucoup plus importantes, De toute façon, il a beaucoup 30 ans, moins donc importantes. avant qu'on mette un kill switch dessus, ça se saurait, le F-16. Donc au moins on est sûr que ça marche. Au moins, on est sûr que ça marche. On sait qu'il est arrivé de toute façon au bout de ces mises à jour, parce qu'il continue à y avoir des mises à jour, l'intégration de nouveaux armements, etc. C'est arrivé au bout, hein, ce qu'on appelait le processus EPAF, hein, pour les European Participating Air Forces, en fait, et qui faisait que, voilà, si les Norvégiens voulaient installer leur missile anti-navire Penguin, bah, fallait une adaptation logicielle, elle était répartie à ce moment-là sur l'ensemble des pays, etc. Bah, ces mises à jour, finalement, elles sont terminées. La maîtrise de l'appareil, etc., est plutôt bonne. Des pièces détachées, il y en a. Donc, les leviers d'action potentiels des Américains sur le F-16 sont moindres que sur le F-35. Donc, ça, c'est un véritable aspect de la question. Maintenant, évidemment, on se pose la question de se dire que, bah, de toute façon, les F-16, ils arrivaient d'office, hein, en bout de vie. Donc, c'est pas des appareils qui vont pouvoir être gardés encore extrêmement longtemps. Ça pose la question pour pas mal de forces aériennes de se retrouver avec 2 types d'appareils, hein, alors que la tendance, c'était plutôt d'avoir un seul type d'appareil, bah, pour n'avoir qu'un seul pipeline de formation, des pilotes, des maintenanciers, des armuriers, et cetera, et cetera. Mais là, c'est vrai qu'il y a il y a des questions qui se posent et auxquelles on peut rajouter une troisième question, c'est que le F-16, évidemment, est un matériel américain. Bah, quand bien même il a été construit sous licence en Europe, les législations ITAR, hein, donc liées à aux réexportations en fait, de matériel américain, s'appliquent toujours. Alors, les Américains avaient traîné les pieds avant déjà de donner, à l'époque de l'administration Biden,
Ils avaient traîné les pieds pour autoriser ces réexportations. Maintenant, est-ce que ces réexportations ne vont pas être tout simplement interdites au motif que l'administration américaine ayant changé d'attitude sur la question ukrainienne, finalement, ça les intéresse plus trop que des F-16 d'occasion, voire d'ultra-occasion, soient envoyés en Ukraine. Voilà, et Alors, que le du temps coup, passe, ce serait le mouvement inverse. Il faudrait se presser de leur envoyer avant que les Américains puissent éventuellement intervenir. Mais alors, justement, pour développer un tout petit peu sur cette histoire de enfin, je sais, on a fait déjà il y a des années un épisode sur le F-35 avec David Papalardo à l'époque. oui, C'est un sujet qui vous intéresse de longue date. On en a parlé récemment avec Florent de Saint-Victor, où on parlait notamment du système Odin sur cette question du kill switch. Il n'y a pas de kill switch, mais bon, de toute façon, il y a un problème de maintenance si les États-Unis cessent d'être d'accord. De toute façon, ça va être un gros problème pour le pays qui a le F-35. Voilà, disons que peut-être rapidement, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de dépendance que je ne sais pas s'il a été révélé, mais en tout cas, elle apparaît de plus en plus comme une vulnérabilité. mais en fait, elle a toujours apparu comme une vulnérabilité. Il y avait les vulnérabilités qui étaient liées à la plateforme, sa furtivité, les difficultés qu'elle rencontrait, mais il y avait surtout la question en fait du système entre guillemets. Alors il y a Odin. Odin, si vous ne vous y connectez pas pendant un certain laps de temps, à une époque c'était 48 heures, l'appareil était hors ligne, donc il fallait le resetter littéralement, c'est-à-dire le renvoyer en usine. Hein, donc c'est quand même assez problématique, même à l'égard, par exemple, d'une cyberattaque qui aurait duré un certain temps. Évidemment, ce temps nécessaire entre les interconnexions, les reconnexions d'Odin, il a évolué. Il est maintenant officiellement de 90 jours, donc à voir. Mais de toute manière, Odin, si vous dit que l'appareil ne décolle pas, il ne décollera pas. Hein. Il y a des systèmes de gestion de maintenance en fait centralisés sur le Rafale, hein, un peu à l'image d'Odin, sauf que le système n'est pas dans un cloud, le système est sur les bases aériennes. Le système est susceptible de vous dire non, votre appareil ne décolle pas parce que tous les paramètres ne sont pas OK, mais sur le Rafale, il y a un override. Hein. On peut décoller avec un Rafale sans que son radar ne soit opérationnel si la mission ne le justifie pas, là où le système va vous dire tiens, finalement, voilà, votre radar n'étant pas opérationnel, je recommande d'annuler la mission. Donc il y a un override, il y a moyen d'avoir une main humaine si vous voulez. Sur Odin, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un problème. Il y a un autre problème qui est lié en fait aux contraintes coercitives finalement liées au fonctionnement de l'appareil, parce qu'Odin, c'est un abonnement. Voilà, il n'est pas, vous vous abonnez à Odin parce que vous abonnez à un cloud, etc. De même, vous vous abonnez à ce qu'on appelle la Mission Database, et qui est en fait, si vous voulez, la bibliothèque de menaces. C'est-à-dire que le F-35 doit être capable, comme chez nous le Rafale, doit être capable en fait de reconnaître les menaces auxquelles il fait face. Quel type de radar, voilà, est-ce que c'est voilà, le radar qui est lié à un S400, est-ce que c'est un radar ami, etc. Donc il y a des signatures. Ces signatures, elles évoluent en permanence parce que les fréquences, etc., etc. Et donc ceux qui ont la clé finalement de cette bibliothèque, c'est les Américains. Et si vous voulez, l'utilisateur du F-35 va générer de l'information qui va renvoyer aux États-Unis. Cette information va être traitée, elle va être intégrée dans la bibliothèque. Et cette bibliothèque va en retour permettre de mettre à jour, si vous voulez, tous les différents appareils, tous les différents F-35 des différents utilisateurs. Avec un immense avantage, c'est que du coup, disons, la remontée d'informations est à l'échelle de toute la flotte de F-35. Tout à Donc fait. la bibliothèque, elle est très très bien nourrie. Mais alors, le problème, c'est que le bibliothécaire a aussi forcément beaucoup de pouvoir. Exactement. Et s'il vous refuse s'il refuse de vous prêter le livre, en l'occurrence, dont vous avez besoin, parce que vous allez vous retrouver dans telle zone, dans laquelle on sait qu'il y a tel type de radar, etc., ça va finir par être vraiment problématique pour la protection même de l'appareil et du pilote. Parce qu'en fait, le système va capter des trucs, il va pas nécessairement les reconnaître. Vous ne serez pas nécessairement du coup prévenu de ce qui se passe. Vous aurez un bip, mais ce bip, il correspond à quoi? etc. Donc ça pose de vraies questions euh, qui sont assez problématiques. Et là aussi doublement, parce qu'il y a effectivement la mise à jour de la bibliothèque, il y a également les mises à jour qui vont partir par Odin, donc le truc part dans les deux sens. Mais en fait, à partir du moment où vous avez un système informatique qui est une boîte noire, hein, aucun État n'a accès, sauf les États-Unis évidemment, à l'ensemble du code du F-16, du F-35. Sur le F-16, en fait, vous aviez deux systèmes informatiques. Vous aviez un système informatique qui était lié en fait au vol en tant que tel de l'appareil. Lui, il n'a pas trop bougé. Hein, il a bougé en fonction de l'intégration de tel ou tel type de moteur, etc.
Et bon, c'est un système relativement simple. Et puis, vous aviez un système qui était lié à l'armement. Et un système qui était appelé à évoluer, évidemment, beaucoup plus en fonction de l'intégration de nouvelles armes, etc. Avec des mauvaises surprises, hein. Les Néerlandais se sont retrouvés au-dessus de l'Irak. Ils venaient juste d'intégrer la GBU 39, la Small Diameter Bomb. Ils se sont aperçus qu'en fait, la mise à jour avait fait en sorte que leur missile RR à courte portée n'était plus utilisable. Voilà, donc parfois les mises à jour, voilà, il peut y avoir de très mauvaises surprises. Bon, là, ils n'ont pas eu fondamentalement besoin, néanmoins, bon, voilà, c'est tout de même dérangeant. Sur le F-35, tout est intégré. Et donc, comme vous n'avez pas accès à la boîte noire, vous ne savez pas ce qui rentre, ce qui sort. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les backdoors potentiels pour installer un kill switch potentiel, elles sont nombreuses. Ça peut passer par la MDB, ça peut passer par Odin, ça peut passer par les mises à jour de blocs, hein. Vous savez que le F-35 est un appareil, voilà, qui est destiné qui est destiné à évoluer par blocs successifs, par incréments successifs, un peu comme le Rafale, hein, F4, F5, etc. Et donc, bah, toutes ces mises à jour, en fait, elles se font bah, par voie électronique, là aussi. Et donc, bah, voilà, dès lors que vous ne savez pas ce qui rentre, entre guillemets, dans votre système, bah, il est relativement aisé, évidemment, d'y Ouais. placer quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kill switch à l'heure actuelle, mais il n'y en a pas besoin parce que de toute façon, ça pourrait passer par autre chose. Et par ailleurs, Mhm. de toute façon, ce serait assez facile d'installer des kill switch dans les mises à jour ultérieures, puisque les Américains ont ce pouvoir-là informatique du fait de la structure du code. Alors, dernière question, peut-être vraiment très rapidement, puisqu'on est sur les avions américains, juste vous demander rapidement ce que vous avez pensé de la présentation du F-47 par Donald Trump. Alors, c'est pas la partie Donald Trump n'est pas forcément la plus intéressante, même si cette idée des alliances, de fournir un avion qui a 10% de moins, bon bref. On n'a pas besoin d'entrer dans tout ce détail-là, mais même juste visuellement, alors après, il y a, je crois, un visuel d'artiste et puis une photo stylisée, mais j'ai vu déjà un certain nombre d'analyses sur cette base-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, à voir ce qui est censé être donc le successeur du F-22, le futur maître des airs, putativement, ce qu'est le F-22 à l'heure actuelle, américain. Tout à fait. Bah, écoutez, finalement, moi, j'en pense pas grand-chose parce que les Américains travaillent sur un appareil dit de sixième génération depuis les premiers visuels et les premiers travaux, bon, qui ont été rendus publics, etc. Déjà depuis 2007 ou 2008, hein. Donc, on est quand même déjà depuis un certain temps là-dessus, avec des designs très furtifs, des plateformes plus massives, un peu comme le SCAF, en fait, hein. Donc, une taille plus importante. Mais avec des caractéristiques bah, qui renvoient un petit peu au SCAF aussi, hein, effecteur déporté, ce genre de choses. Donc Alors les effecteurs après, déportés, c'est les drones qui vont avec la plateforme et qui, c'est une grande question, mais qui pourraient porter l'essentiel de l'armement parce qu'à voir la silhouette de la plateforme, elle n'a pas l'air si massive que ça, elle n'a pas l'air d'avoir tant de soutes que ça, donc on suppose que peut-être que l'armement serait essentiellement sur les effecteurs déportés. voilà, ça c'est une hypothèse qui se pose. Effectivement, l'effecteur déporté, bah, c'est une remorque à munitions, remorque bah, avec des systèmes de leurre, avec des systèmes de guerre électronique, peut-être des capteurs divers et variés, etc. Donc tout ça forme effectivement une espèce de micro-armada dans le ciel, bah, suivant une logique qui doit pas être très très différente finalement de la logique du déploiement d'un groupe aéronaval, hein. Voilà. Donc au niveau du F-47, ma foi, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que sur certaines images, on voit un plan canard, sur d'autres, on n'en voit pas. Donc quel est le rapport des Américains à la manœuvrabilité? Eux disent, Les voilà, plans il faut canards qu'on... sont des ailerons particuliers qui permettent d'augmenter la manœuvrabilité, enfin, C'est qui ça. forcément limitent la vitesse, mais qui augmentent la manœuvrabilité, c'est plutôt vers l'avant de l'appareil. Donc clairement, il n'y a pas de design, en tout cas officiel, à présenter. Voilà, donc là, j'attends de voir un petit peu, j'attends de voir un petit peu. Les Américains mettent beaucoup en avant la question en fait de l'endurance de l'appareil. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est que c'était déjà le cas sur le F-22. Euh, Quand les Américains ont commencé fin des années 80 à parler du F-22, alors, on savait qu'il y avait des efforts moi, j'étais tout gosse à l'époque, je lisais les magazines de défense, etc. déjà. Et voilà, il disait, bon, ok, on sait que les Américains travaillent sur un successeur au F-15 à l'époque. Euh, Très bien, mais ce que disent les Américains, c'est qu'il faut aller très vite, très loin, au-dessus du territoire du pacte de Varsovie. C'était l'époque de la guerre froide. Et en l'occurrence, il semblerait que là, les Américains reviennent là aussi avec cette question de l'endurance. Alors cette fois-ci, on l'imagine bien dans un contexte indo-pacifique.
Mais donc ça veut dire qu'ils restent sur cette logique finalement de pénétration aérienne, de contre-offensive, d'offensive aérienne et de contre-offensive aérienne, qui soit menée vraiment d'une manière agressive et en imposant le combat, si vous voulez, loin dans les territoires. Ça va imposer de la furtivité radar, avec une question, mais qui est aussi la question qui se pose à l'égard du F-35, c'est que tous ces systèmes-là ne fonctionnent que parce qu'il y a des liaisons de données. Et ces liaisons de données, finalement, voilà, permettent d'avoir l'imagerie produite par les avions de détection aérienne avancée, par d'autres capteurs. On va avoir des liaisons de données qui vont se faire par satellite, etc., parce que les logiques multidomaines, de Mosaic Warfare, ces choses-là, tout ça, c'est très bien, mais que se passe-t-il à partir du moment où les capacités de guerre électronique en face, ou les capacités d'écoute, finalement, remettent en question la discrétion de ces liaisons de données. Donc en fait, il est bon de rappeler aussi que la furtivité telle qu'on l'entend actuellement, c'est surtout une furtivité radar, mais qu'on ne peut pas limiter la furtivité d'un appareil à ses aspects radar. Il y a également de l'infrarouge, il y a également les signatures électromagnétiques, tout ce qui est liaison de données. Et donc finalement, il y a quand même, aussi bien peut-être pour le F-35 que pour le futur F-47, bah, un certain, je serais tenté de dire le P-47, hein, vu que c'était l'ancienne désignation, sauf que le P-47 existe déjà, mais enfin, existait du moins, et a existé jusqu'à très tard. Je pense qu'ils ont vu le combat jusque dans le début des années 70 dans des guerres en Amérique latine. Mais en l'occurrence, la question des liaisons de données, elle va être centrale. Et donc là, on en revient toujours à cette question finalement de l'informatique. Et je me faisais encore la réflexion là, en travaillant sur des problématiques de robotique, etc. ce matin, d'industriels qui vous disent, bah, mon robot, il est capable de faire ça. Bon, c'est très bien, mais dès qu'on touche à ces systèmes-là, finalement, on touche à des systèmes sur lesquels on a peu de capacité à évaluer ce dont il s'agit, simplement parce que, non pas parce qu'on n'a pas les méthodologies, simplement parce que personne ne parle, et que s'il est facile de voir un appareil sous des angles physiques, etc., d'avoir une idée des diagrammes énergie manœuvrabilité, etc., ça devient beaucoup plus difficile de savoir exactement de quoi les systèmes, de quoi les IA embarquées, etc., sont capables. Donc ça devient plus délicat. Donc je suis vraiment tenté de dire je suis assez curieux de voir comment les Américains entendent la notion de supériorité aérienne avec le F-47. On verra. Ça n'ira de toute manière pas, et ça, ce sera peut-être le plus important dans un cas de combat longue distance, sans missiles antiaériens à longue portée. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des annonces qui sortent un petit peu plus rapidement que par le passé sur le JATEM, etc. Donc, leur future génération de missiles RR. Merci beaucoup Joseph. Donc je vais rappeler qu'on peut vous retrouver dans les pages de DSI dont le prochain hors-série sort dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous.